Y'a tout le monde, vous êtes sur Acted, je suis Emulact et vous regardez JDG. Alors avant de débuter notre aventure, je vais d'abord vous conter l'objectif de Journal de guerre. Journal de guerre, c'est une idée qui m'est venue en voulant associer mes deux plus grandes passions, le jeu vidéo et l'histoire. Et ça tombe bien, car les jeux vidéo et l'histoire sont intimement liés. En effet, depuis les prémices du jeu vidéo, l'histoire est une des sources privilégiées des développeurs. Que ce soit pour créer un univers, pour poser un contexte chronologique, ou bien pour être le miroir d'un fait historique. Cependant, il existe une qualité historique disparate entre les jeux vidéo qui puisent dans l'histoire de l'humanité. Un Call of Duty, par exemple, aurait du mal à rivaliser dans l'apport historique vis-à-vis d'un Age of Empires. Et même si cela ne concerne pas le même genre de jeu ou bien la même époque chronologique. Il me semble donc intéressant de voir à quel niveau les développeurs ont-ils pu aller dans leur envie de transmettre un savoir qui définit l'homme. Lorsqu'il existe des lacunes, s'agit-il en fait de liberté délibérée provenant des développeurs dans un souci de gameplay, d'une poussée créative qui frôlerait ou embrasserait l'Uchronie, d'une interprétation, ou d'une idée reçue qui dévoilerait au grand jour un manque de travail et de profondeur. C'est ce qu'on va essayer de voir et d'analyser dans ce nouveau format qu'est Journal de guerre. Lors de cette première saison, j'aimerais me pencher sur Battlefield 5, qui a vu le jour dans un contexte d'une hype sur les grandes guerres, instaurée par Battlefield 1, aux antipodes de ce qu'il se faisait depuis l'avènement des FPS modernes avec Call of Duty Modern Warfare. Si j'ai choisi Battlefield 5, c'est déjà par le fait qu'il soit relativement récent et par conséquent, il est un excellent miroir de la politique des grands éditeurs de jeux qui prennent comme théâtre l'histoire. C'est aussi un des nombreux jeux qui prend comme contexte la Seconde Guerre mondiale, période historique qui est probablement la plus représentée avec plus de 600 jeux. Dernier grand théâtre de guerre de notre époque, encore très ancré dans l'imaginaire collectif, avec des ennemis dont on ne remet pas en cause leur ambition belliqueuse ou leur idéologie destructrice. Des actes héroïques et de bravoure, des opérations et des batailles, autant de choses qui feraient pâlir l'imaginaire d'Hollywood. En parlant d'Hollywood, les jeux vidéo sur la Seconde Guerre mondiale, avec les films, sont des supports privilégiés qui permettent encore aujourd'hui de faire la propagande sur le poids américain en diminuant celui des soviétiques et en faisant passer la France pour une armée de lâches ou du moins qui a une importance faible. Ça tombe bien puisque Journal de guerre permettra aussi de mettre en lumière certains passages oubliés ou scrupuleusement mis sous silence pour des besoins purement médiatiques, marketing, de gameplay, voire même idéologiques. J'aimerais quand même pour cet épisode pilote vous montrer à quoi vous attendre sur la suite de la saison 1 de Journal de guerre. Il est vrai que la mission prélude ne donne pas forcément matière à analyse, pourtant le discours en début de mission m'a interpellé. This is London. You will now hear a statement by the Prime Minister. I am speaking to you from the Cabinet Room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note. I have to tell you now, this country is at war with Germany. Ce discours, c'est celui du Premier ministre anglais Neville Chamberlain le 3 septembre 1939 à 11h, 2 jours après le début de l'invasion de la Pologne par le Troisième Reich. Neville Chamberlain succède à Stanley Baldwin en 1937 suite à la crise monarchique entraînée par Édouard VIII. Chamberlain marchera sur les pas de son prédécesseur en instaurant un climat d'apaisement à l'encontre du Troisième Reich qui trouvera son climax avec les accords de Munich. Les accords de Munich prennent place dans une année 1938 particulièrement belliqueuse pour l'Allemagne d'Hitler. En effet, l'Anschluss qui se produit en mars de la même année permet à Hitler d'une part de commencer la création de son Lebensraum, mais aussi de constater l'apathie des dirigeants politiques mondiaux, dont Chamberlain. Cela permet aussi à Hitler de passer à la vitesse supérieure en faisant de la Tchécoslovaquie, pays fondé sur les cendres de la Première Guerre mondiale, sa prochaine victime. Son casus belli sera tout trouvé, il s'agira des Sudètes. Région tchécoslovaque à majorité germanophone, les Sudètes sera pour Hitler un coup de maître diplomatique. En effet, alors que l'URSS et la Tchécoslovaquie sont prêts à se mobiliser, la France, alliée de cette dernière, n'est pas prête à s'engager dans une guerre contre l'Allemagne sans la mobilisation du Royaume-Uni. Malheureusement, la diplomatie anglaise, emmenée par Neville Chamberlain, sautera sur l'occasion qu'offrira Benito Mussolini avec la conférence de Munich, qui verra se conclure le destin des Sudètes et par extension de la Tchécoslovaquie. Et ce, sans qu'elle ne soit conviée, ainsi que l'URSS. Chamberlain, qui aura poussé les Français à sacrifier son allié, rentrera à Londres en héros pour avoir sauvé la paix, lui qu'on qualifiera de peacemaker. Pourtant, son futur successeur, Winston Churchill, ne s'y trompera pas et aurait dit, pour la postérité, « Ils devaient choisir entre le déshonneur et la guerre, ils ont choisi le déshonneur et ils ont la guerre. » Presque un an plus tard, Hitler envahira la Pologne et plongera la France et le Royaume-Uni
de la Seconde Guerre mondiale. Quant à Chamberlain, il continuera une politique d'apaisement avec Hitler après la conférence de Munich, et ce même s'il débuta un réarmement au lendemain de cette crise. Il changera de fusil d'épaule à l'heure de l'annexion des provinces tchèques de Bohême et de Moravie par Hitler en mars 1939, et se lança dans l'élaboration de pactes défensifs, notamment entre la France et la Pologne. À l'orée de l'invasion de la Pologne et suite au pacte Ribbentrop-Molotov, Chamberlain envoya une lettre à Hitler pour réaffirmer que le Royaume-Uni n'hésiterait pas à venir en aide aux Polonais. Ce qu'Hitler rétorqua à ses généraux lors du lancement des préparatifs pour l'invasion polonaise: « Nos ennemis ne sont que des vermisseaux. Je l'ai vu à Munich !» Chamberlain restera Premier ministre jusqu'à la débâcle de la campagne de Norvège de 1940 et se retirera suite à l'élaboration d'une union nationale qui ne voulait pas de lui. Il mourra finalement en novembre 1940, 6 mois après son départ. L'épisode pilote est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous a permis de cerner ce nouveau format qu'est Journal de guerre. Je vous invite également à lire la description de la vidéo qui vous permettra de retrouver le lexique que j'ai pu utiliser ou même d'écouter le discours original du Premier ministre anglais Chamberlain. Vous pourrez également retrouver les liens de nos réseaux, que ce soit sur Twitch pour vous détendre, venir parler sur notre Discord ou alors notre compte Instagram. Vous pouvez également faire un tour sur l'Insta de Lascaz qui nous permet d'avoir des illustrations originales. Son travail mérite vraiment d'être vu. Alors bien sûr, je suis ouvert à toute aide sur l'apport historique de la suite de la saison. Là aussi, ça se passe sur Discord. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de la saison avec la première campagne de Battlefield 5. C'était Emulact pour Acted.